Bonjour à tous, c'est Max qui vous parle. Je peux pas faire beaucoup de bruit, mais dans ce nouvel épisode d'Entre-Potes, Halloween fait son grand retour. Entre les zombies, les ghouls, les araignées, aujourd'hui on va parler de monstres. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un derrière moi. Place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre-Pods. Bonjour Karna. Hello. Karna, attention, fais bien attention à toi, je crois qu'il y a un vampire juste derrière toi. Ah non, t'inquiète, je lui ai donné sa poche de sang. Ok, ça va. Ok, tu vas bien ? Ça va et toi ? Bah ça va. On est le 31 octobre, ou le 30 octobre, jour où va sortir cet épisode. Tu sais ce que ça veut dire ? Ouais, oui, je vais avoir des gosses qui vont venir sonner à ma porte pour réclamer des bonbons et le chien va leur hurler dessus parce qu'elle aime pas ça. Ça va être sympa. Ça va être sympa parce que oui, en effet, cet épisode donc va sortir normalement le 30 octobre et le lendemain, ce sera la fête des démons, la fête des sorcières, la fête des vampires, la fête des zombies. Je parle bien sûr d'Halloween. Halloween qui, à l'origine, trouve ses racines dans une fête irlandaise apparemment. Ouais, une fête païenne, il me semble. Ouais, une fête païenne qui est censée célébrer la fin de l'été et l'arrivée de l'hiver. Mhm. Mais j'ai cru comprendre qu'en Irlande, ça avait une importance toute particulière. Alors aux États-Unis, c'est très marketing, hein, Mhm. on va pas se mentir. De toute façon, aux États-Unis, tout Qu'est-ce est qui n'est pas marketing. marketing ? Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas marketing aux États-Unis? Mais apparemment, en Irlande, Halloween revêt une importance toute particulière. Parce que j'ai cru comprendre que effectivement, ils célébraient en fait une fête celtique qui s'appelle à l'origine le Samhain. D'accord. Et donc en fait, effectivement, c'est c'est l'occasion de célébrer la fin de l'année à une date variant entre fin octobre et début novembre. Magnifique. Mais tu sais que depuis, les États-Unis se sont emparés du monde. Non mais de quoi ils s'emparent pas eux de toute façon. Eh ben, bonne Pas de question. l'intelligence, ça c'est sûr. Allez, la rhabillée pour l'hiver. Le Trump, il est pas orange ou quoi ? Orange Si. comme les citrouilles. Hop là, ma métaphore est filée. Mais ce qui est fou, c'est que Halloween, c'est certes les citrouilles, mais des créatures sortent de leur tombeau et de leur cimetière pour arpenter toutes les rues aussi. Oui, parce que en réalité, Halloween, il paraîtrait que à cette période-là, à cette période de fin octobre, début novembre, le voile entre les deux mondes, donc entre le monde des vivants et le monde des morts, se fragilise et donc permet aux morts de passer justement dans notre monde et de venir faire ce qu'ils ont à faire, saluer les vivants s'ils le veulent, mais également les torturer peut-être un petit peu. Oh mon dieu, que des monstres. Voilà. Que Voilà. des monstres ces gens-là. Mais attends, mais du coup, Dis-moi. si c'est des monstres, est-ce que ça tirait qu'on en parle aujourd'hui ? Bah de toute façon, c'est ce qui était prévu. T'as commencé en me parlant d'un vampire. Dieu. T'as commencé à me parler d'un vampire que j'avais bien évidemment nourri avant le début de l'émission. On parle d'Halloween où concrètement, généralement ce soir-là, on voit une multitude d'enfants et d'adultes déguisés en toutes sortes de créatures, mortes ou vivantes d'ailleurs, pour aller quémander des bonbons et se pourrir les dents et prendre ensuite rendez-vous chez le dentiste. Oh, Bon, putain. voilà. Notre jeu d'acteur est terrible, mais vraiment bientôt les Oscars. Parce que oui, effectivement, aujourd'hui, on va parler des monstres. On va parler de Alors, ces monstres. Petite anecdote sur le jeu d'acteur. Il y a quelques années, je suis allée au studio d'enregistrement de Crunchyroll pour les doublages. Waouh, putain, trop cool. Alors, en fait, j'y étais allée avec plusieurs journalistes dont j'ai plus du tout les noms aujourd'hui. Et en fait, ils avaient proposé, en tant qu'animation, ils avaient proposé de nous essayer au doublage. Trop bien. Mon doublage était effectivement monstrueux parce que c'était sur une scène de Banshee, de Ranking of King.
Oh oui, oh, pas mal. Et c'est la scène où l'antagoniste féminine, la petite Mhm. brune là, qui est fiancée au frère du petit prince. Oui. Voilà, elle se réveille d'un accident, je sais plus quoi. Enfin, en tout cas, elle se réveille d'un coma. Mhm. Et c'est son fiancé qui est à côté de lui. Et elle doit faire des espèces de bruits onomatopées, genre Ah voilà. Sauf Mhm. que concrètement, bah, moi, ça ressemblait plus à du porno qu'autre chose. Mais tu sais que ça passera pas sur Crunchyroll, du coup. Bah Dieu merci, Dieu soit loué que ça ne passe pas sur Crunchyroll parce que très sincèrement, voilà, hein, Oui, bon. hein, Mais du coup, quand tu me dis ton doublage était monstrueux, en fait, monstrueusement mauvais. mais monstrueusement mauvais, qu'est-ce que t'entendais en fait par le mot monstre? Parce que, en fait, c'est quelque chose qui veut tout et rien dire. Je suis bien d'accord et c'est bien pour ça que nous nous sommes intéressés à l'étymologie du mot à proprement parler, puisque aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, un mot que l'on va utiliser dans un certain contexte en 2024 n'avait pas forcément la même utilisation, le même objectif lorsque ce mot a vu le jour. Oh damn! Le mot monstre à la base vient du latin, du mot monstrum, qui voulait dire avertissement céleste prodige. Mais ça vient également d'autre chose, de monstrare, qui veut dire montrer, indiquer, qui était lui-même rattaché à monere, qui veut dire avertir. Donc, en gros, monstre à l'origine, c'était soit un avertissement céleste, un prodige, donc quelque chose qui sortait de la norme de l'époque, soit une indication, un avertissement, et c'était pas forcément péjoratif, comme on peut l'avoir aujourd'hui. C'est pour ça que dans les représentations, sur certains tableaux durant le Moyen Âge, les anges, par exemple, n'étaient pas du tout des créatures humanoïdes, mais vraiment des monstres, Alors, si qui tu te étaient là fies... pour, avertir, en fait. Alors, c'est ça, et si tu te fies à la Bible, normalement, l'ange n'est pas du tout, mais pas du tout une créature humanoïde, hein. Oui, voilà. Voilà, c'est juste qu'on a eu besoin, je suppose, mieux pour mieux séduire les foules, d'avoir une représentation à laquelle on pouvait s'accrocher et qui nous ressemblait pour que ce soit plus simple à intégrer dans notre inconscient en Mmh. fait, dans notre inconscient collectif. Et du coup, le mot monstre, en fait, au final, c'est assez rattachable à tout ce qui est surnaturel. Du coup, c'est Alors, quoi ce qui le rend aussi négatif aujourd'hui? en fait, le mot monstre, on a tendance à l'utiliser pour plusieurs choses. Donc, les créatures mythologiques légendaires, comme par exemple le vampire, le Mmh. centaure, la sirène, le dragon, enfin bref, ce que tu veux qui est de l'ordre de la mythologie, du légendaire. Mmh. Mais également, on peut utiliser le mot monstre pour définir une personne qui va avoir une particularité physique qui va nous provoquer un certain malaise. Genre les freaks? Par exemple, on peut avoir ça, Quasimodo a été Ah oui. catégorisé dans le film Le Bossu de Notre-Dame de Disney, mais je crois même dans le roman de Victor Hugo, si je ne m'abuse. Le Quasimodo est présenté et décrit par les Parisiens comme étant Mmh. un monstre. Totalement. Parce que justement, il a une difformité, une malformation physique qui lui donne cet air, cette apparence un petit peu Bah, oui. hors norme, que les gens ne parviennent pas à assimiler comme étant quelque chose de normal. Et c'est la même Mais façon pour, les animaux, par exemple, quand oui, quand tu un animal qui est gigantesque, qui est, exactement, monstrueux justement, je pense monstrueusement à grand. voilà, c'est ça. Par exemple, c'est un terme, les gorilles, sont des monstres de force ou sont, Par exemple, voilà, c'est ça. Et le mot monstre peut être également utilisé effectivement pour définir quelqu'un qui va sortir de la norme sociale. mmh, Par exemple, on peut utiliser le mot monstre et ses dérivés pour définir une qualité ou un défaut. Typiquement, tu es monstrueusement gentil, monstrueusement euh, égoïste, ambitieux, bref, pour accentuer en fait un trait de caractère qu'on va considérer nous par rapport à nos propres valeurs comme excessif. ouais. Mais il y a également autre chose. On va catégoriser de monstres ces individus qui vont sortir de la norme sociale acceptable. D'accord. C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu entends par, norme sociale acceptable? Alors, c'est
Ça va être très simple. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails, mais on va rester dans le sujet de l'actualité. Par exemple, Dominique Pellico, qui est actuellement jugé, pourrait être catégorisé comme étant un monstre aux yeux de certaines personnes, voire même de la société dans son intégralité. D'autres personnalités dans d'autres thématiques, j'entends. Par exemple, Paul Watson, aux yeux du gouvernement japonais, est peut-être considéré comme un monstre. C'est ce genre de choses, en fait, à partir du moment où on va avoir un comportement qui défie la norme, de manière négative ou positive, peu importe, on peut hériter de l'étiquette de monstre. Donc ce n'est pas forcément péjoratif, ce n'est pas forcément positif, ça peut être l'un ou l'autre. Et donc, est-ce que les monstres sont forcément des créatures du mal? Parce que, tu vois, je pense par exemple à la collection Les chefs-d'œuvre de Lovecraft, disponible chez Kiyun. Là, effectivement, dans toute l'œuvre de Lovecraft, donc qui est sublimée par Go Watanabe, qui est au dessin et qui est à l'adaptation, là, on a une véritable représentation du monstre, créature du mal, qui est là pour on va dire, vampiriser, pour contrôler le monde, pour amener de la noirceur. Est-ce que ça, c'est véritablement le monstre comme on l'entend? Ou est-ce que le monstre, ce serait plus... eh bien, tu vois, je prends, moi, quand je me réincarne en slime, dont on a déjà parlé dans ce podcast, est-ce que, dans moi, quand je me réincarne en slime, le héros qui se réincarne en slime décide de créer une nation pour recueillir justement tous les monstres et créer un hameau de paix. Au final, entre ces deux comparaisons, qui est le monstre? Les deux, Les en deux réalité. Les deux, en réalité. Parce que, alors déjà, faut savoir que Lovecraft, lui, dans sa manière d'écrire, ce qui est puissant, ce qui est fort, c'est qu'il va faire travailler ton imagination par rapport à tes propres biais cognitifs. Donc, techniquement parlant, dans les œuvres de Lovecraft, c'est ton cerveau, c'est ton imagination qui va créer le monstre. C'est ta propre imagination qui va venir par rapport à tes propres biais, par rapport, à tes propres connaissances, à ton propre passif, venir donner forme au monstre. Donc en fait, le monstre est une créature de l'insanité, enfin de la déformation mentale, de mes propres peurs. Exactement. D'accord. Dans le cas de moi, quand je me réincarne en slime, c'est encore autre chose parce que là, pour le coup, ce qui est monstre, c'est ce qui sort des normes sociales, humaines, acceptables. C'est-à-dire que si tu regardes les monstres dans moi, quand je me réincarne en slime, physiquement parlant, on ne peut pas les catégoriser comme humains. Donc ce sont forcément des monstres. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Alors que les nains ou les elfes, qui ont des correspondances, des appartenances physiques c'est proches plus des simple humains, de les assimiler en tant qu'humains ou humanoïdes que, par exemple, un orc, un troll, un loup-garou, ou que sais-je. C'est intéressant ce que tu dis parce que au final, ce qui est monstre, c'est toujours le fait de quelqu'un qui décrit ce qu'il a en face de lui comme soit normal, soit monstre. Et ça fait écho à ce que pourrait dire par exemple Montaigne dans ses essais, où pour lui, en fait, c'est le regard de l'homme qui fait exister le monstre. Pour mieux expliquer ça, en fait, si ça te va, j'aimerais parler du cas Vas-y. Monster de Naoki Urasawa. Vas-y. Monster, vous connaissez très certainement ce manga excellent. J'ai pas d'autres mots pour monstrueusement excellent, disponible chez Kana, et qui met en scène l'histoire d'un docteur, le docteur Tenma, qui, suite à un accident qui le pousse à choisir soit entre la vie d'un ouvrier turc, soit la vie d'un chanteur d'opéra ou un musicien extrêmement connu. Donc Tenma va choisir donc le musicien extrêmement connu, et il va se rendre compte du dilemme moral que ça a insinué. Il a dû faire un choix, il a une responsabilité envers la mort de cet ouvrier, et la nuit suivante, ou quelques nuits après cela, eh bien,
il est confronté au même choix cornélien, c'est-à-dire soit sauver la vie du maire, soit sauver la vie d'un enfant. Et à ce moment-là, pour ne pas laisser encore une vie totalement innocente mourir, alors qu'on le forçait à opérer, à intervenir sur le maire de la ville, à Düsseldorf, eh bien, il choisit de sauver l'enfant. Sauf que des années après, il se rend compte que cet enfant est désormais connu sous le nom de Monster, car cet enfant, Jonathan, est devenu un tueur en série. Oui. Et là, ce qui est fou en fait, c'est que à travers le manga, et je vous spoilerai pas dans toute l'importance du sujet, mais Jonathan est devenu un monstre car il a été victime de personnes qui voulaient justement créer un monstre. Et en accolant la figure du monstre sur un enfant qui a été abandonné, qui a vécu des choses horribles, en fait, Jonathan va développer une personnalité qui est le reflet des volontés terribles de chercheurs fous. Et de là, petit à petit, comme il le dit au docteur Tenma, il a un monstre qui grandit en lui et qui va s'abattre sur l'Allemagne, voire plus. C'est Johan, le nom du personnage. Ah, c'est Johan. Bon, Ouais, Johan. c'est Johan Libert. Johan, pardon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le seul manga en fait à aborder le monstre de ce point de vue-là, Ok. puisque Claymore, pour le coup, l'aborde également très bien. C'est-à-dire Donc, Claymore, manga de chez Glénat en 27 tomes, c'est l'histoire de guerrières mi-démons, mi-humaines, qui doivent combattre pour l'humanité. Mais elles sont surtout la résultante, et ça tu l'apprends très tardivement dans l'histoire, elles sont la résultante d'expériences menées par des hommes afin de créer des soldats ultimes en vue d'une guerre. D'accord, ok. Oui, donc comme Johan, qui est le résultat d'une expérience. Exactement. Donc t'as ce point de vue-là, mais t'as surtout en fait la conséquence qui va être que les humains lambda qu'elles sont censées protéger, comme elles ont quand même une partie des caractéristiques de combat des monstres, des démons. Mhm. Les humains qu'elles sont censées protéger vont les craindre et vont les catégoriser comme étant des monstres et les appeler les sorcières aux yeux d'argent. D'accord. Alors que t'apprendras dans l'histoire qu'elles ne sont que la résultante d'expériences que nous on condamne, que nous on condamnerait en tant qu'être humain, qu'elles ne sont que le résultat d'expériences en vue d'une guerre menée ailleurs, en plus de ça. Moi, ça m'a fait penser à l'attaque des Titans. Hein. Mais de la même manière que ce thème, justement, pour rester sur ce monstre, parce que effectivement, il y a l'attaque des Titans, mais un de tes mangas préférés, c'est To the Abandoned Sacred Beast, où c'est littéralement le même fonctionnement. C'est le même fonctionnement, et là, t'as un nouveau manga de chez Pika, pardon, pas de chez Glénat, mais de chez Pika, qui prend un peu la même tournure. D'accord. Qui s'appelle comment ? C'est Goku Rakugai. Ah oui. De quoi ça parle, ce manga ? En gros, pour la faire très courte, t'as les humains, les monstres, et t'as une association, enfin une organisation, qui protège les humains des monstres. En gros, ça, c'est le pitch. Dans un lieu spécifique qui s'appelle Goku Rakugai, je crois, justement. Enfin, bref. Comme quoi, ça porte bien son nom. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, t'as... parmi ceux qui luttent contre les monstres, t'as un jeune garçon qui s'appelle Alma, qui est à moitié monstre, à moitié humain, mais on sait pas pourquoi, on sait pas comment, on sait pas ce qui s'est passé. Juste, là, dans le tome 3, on sait juste qu'il est à moitié monstre, à moitié humain, et on sait pas pourquoi. Le premier tome, moi, m'avait laissé sur ma faim, j'ai enchaîné le 2 et le 3, je pense que, au-delà des dessins qui sont sublimes, je pense que le manga mérite qu'on s'y intéresse. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a eu une mise en avant de la part de Pika, oui. mais qui, au final, j'ai pas l'impression qu'il a super bien marché. J'en entends très peu parler.
Alors, je pense que en fait, le premier tome, c'est l'inconvénient, en fait, souvent le problème lorsque tu sors un tome par un tome, Mhm, ce qui est le cas pour la majorité des titres, hein, on va pas bien se sûr. mentir. Le premier tome, soit est très bon, et donc la suite peut être très décevante, soit le premier tome t'impose un rythme relativement lent, et Mhm. tu vas avoir une espèce de côté déceptif dans le sens où tu n'as pas ce que tu voulais. C'est-à-dire. Tu vas forcément sur un titre, quel qu'il soit, sur un titre, Mhm. sur un film, sur un album, machin, tu vas forcément projeter des attentes. Ah oui, d'accord. Tu Ok. vas projeter des attentes, tu vas te faire des films toi-même autour de tout ça, sachant Mhm. qu'en plus de ça, moi j'ai des potes qui sont au Japon, qui sont à fond dessus et qui me disent ouais, lis-le, il est trop bien, machin. Ok. Ok, donc forcément, j'étais vachement biaisée par rapport à ça. Ouais. Et en fait, lorsque j'ai eu le premier tome entre les mains, c'était vraiment la mise en place de l'histoire, donc l'environnement, on te présente les personnages principaux, etc. On te présente qui ils sont, ce qu'ils font, etc. Mais sans forcément que qu'il y ait vraiment de l'ampleur, qu'il y ait vraiment un objectif, qu'il y ait vraiment... Tu vois Ok. ce que je veux dire? Oui, c'est assez lisse au final. Le premier tome est constitué d'histoires courtes ou il y a quand même un fil rouge mais qui prend énormément de temps. Alors, moi, je considère qu'il y a un fil rouge, mais qui prend énormément de temps. D'accord. C'est-à-dire que j'étais restée très sur ma faim à la fin du premier tome. Mhm. Vraiment très sur ma faim. Et j'ai eu les deux derniers tomes entre les mains, je les ai enchaînés. Ah oui, donc effectivement, c'est c'est un Vraiment. problème de Sur le construction au premier tome, final. j'étais en mode, ouais, vraiment, je me suis dit, ok, les dessins sont beaux, mais l'histoire, elle est merdique. Elle est Mhm. pétée. Elle est éclatée. J'ai lu les tomes 2 et 3, j'ai fait, ok, je vais peut-être lui laisser une chance, en fait. Je vais peut-être Ok. lui laisser une chance. Parce que t'as un antagoniste qui vient d'entrer en scène, euh, qu'il a l'air de sous-entendre, ça a l'air de partir sur un antagoniste à la Sukuna, ou non, à la Ok. Kenjaku, où le mec dit clairement que ça fait un moment qu'il surveille le prota principal, qu'il veille sur lui, machin, et qu'il veut l'intégrer auprès de lui. Enfin, tu vois, Mhm. il y a un truc comme ça. D'accord. Du coup, Très je suis un peu en intéressant. mode, ok, alors est-ce qu'on repart sur un truc à la JJK, ou est-ce que ça va être mieux traité? Est-ce que ça va être différent? Est-ce Mhm. qu'on va juste avoir quelques points communs? Voilà. Mais tu vois, tu parles de JJK et c'est assez drôle. Enfin, c'est assez drôle. Je t'en laisse mettre. Mais tu vois, quand on disait Montaigne dit Ouais. que c'est le regard de l'homme qui fait exister le monstre. Oui. Mais au final, Jujutsu Kaisen, c'est peut-être la représentation la plus proche de ça, puisque les fléaux, les monstres, ouais, naissent de la peur des gens, naissent de la peur du monstre, en fait, Alors, pas de que quelque ça, chose puisque déformé. en réalité, les fléaux dans JJK sont l'amalgame des sentiments négatifs qui ont pris vie. Ouais. Donc en gros, c'est ta peur, ta frustration, ta tristesse, ton mal-être, tes Hmm. angoisses, ton anxiété, enfin tout ce qui Hmm. peut être négatif chez l'être humain, tout ce qu'on va ressentir de négatif chez l'être humain, qui va donner naissance au fléau. Hmm. Un burn-out peut donner naissance à un fléau. Et justement, ce fléau, au final, c'est un monstre. Oui. C'est les regards négatifs qui créent le monstre. Tu vois, Alors, dans les ce regards sens-là. négatifs, est-ce que c'est les regards négatifs ou est-ce que c'est justement le fait que par de base, il est issu de la négativité qui va créer Ah. le monstre? Tu vois ce que je veux dire? Parce que Hmm. si c'était juste un regard, ça veut dire que d'un autre prisme, ce n'est pas un monstre. Bah, d'où la puissance de certains monstres. De la même façon que dans Chainsaw Man, les démons développent leur puissance en Là, fonction de... je suis davantage d'accord. Parce que Ah, les démons dans Chainsaw Man vont gagner en puissance selon l'adoration qu'ils vont avoir ah oui, d'accord, ok. de la part Hmm. des humains. Plus on va se souvenir d'eux, plus ils vont être puissants et moins ils vont disparaître. Hmm. Le démon de la guerre, parce que de mémoire, t'as le démon de la guerre qui explique que comme ça a été effacé, comme la guerre est quelque chose qui a été effacé de la conscience collective, plus personne n'a peur de la guerre, donc ce démon-là n'a plus de raison d'exister. Oui, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Mais dans JJK, même si t'as pas la guerre, t'as quand même des sentiments négatifs qui vont continuer à perdurer.
La Ah oui, d'accord. souffrance de la perte d'un être cher. La frustration de ne pas avoir atteint un objectif. Hmm. La frustration, la tristesse de, je sais pas moi, d'avoir perdu, d'avoir tout perdu. Tu vois, c'est ça en fait l'essence des fléaux dans JJK, c'est la négativité à l'état pur. Ok, je vois, oui. Et ça se concentre Ça se pour concentre, ça devenir... s'amalgame et ça donne un fléau. D'accord, ok. Ah, tu vois, j'avais très mal compris Là l'œuvre. où, effectivement, ben, pour le coup, il n'y a pas de question de regard, c'est la négativité à l'état pur. C'est le monstre que tu vas retrouver sous le lit des enfants pour leur faire peur. C'est le mal incarné. Incarné. Là, on est dans D'accord. la notion de mal incarné. D'accord. Alors que dans Chainsaw Man, le démon n'est pas nécessairement le mal incarné puisqu'il va dépendre des souvenirs et de l'adoration des gens à son égard. Alors, tu vois, on a parlé là de justement le monstre qui est la création de l'homme. Au final, l'amalgame dans Tout JJK, à fait. Ouais, on est totalement là-dedans. l'adoration ou plutôt la peur dans Chainsaw Man, mais dans Monster, dans Claymore, Oui. etc. Au final, la métaphore derrière ça, c'est qu'il y a finalement toujours un œil qui se tient en arrière et qui juge celui qui est différent. Bien sûr. Et ce mois-ci est sortie une nouveauté Glénat que j'avais lu en scan à l'époque. Bah, bravo. Ouais, non, mais écoute, bon, j'ai mes faiblesses, mais j'avais lu le premier chapitre, ça m'avait intrigué. J'ai été très content de le trouver en librairie ce mois-ci. Ce manga, c'est donc L'éclipse humaine, ou en tout cas Éclipse humaine plutôt. Un seul tome est sorti, et dans ce manga, on suit l'aventure de deux garçons. Seita, qui est un gamin capable de voir les esprits, et Hayato, qu'on comprend très vite être un garçon qui est victime d'abus, pour ainsi dire, et attention, trigger warning, ça va parler de maltraitance familiale. Super, on est reparti avec ta copie. Alors, ça s'en rapproche, hein, ça s'en rapproche. Pourquoi ? Parce que Éclipse humaine raconte vraiment comment un jeune enfant va être victime du comportement abusif de sa mère, et ce, à travers une métaphore très simple. C'est que dans ce monde, des sortes d'esprits, des sortes de fantômes prennent possession des corps humains de ceux qui sont soumis à un stress familial extrêmement important. Et ces corps possédés deviennent ce qu'on appelle des mamélies, c'est-à-dire que passé un certain temps, ces corps deviennent momifiés. Cependant, ça arrive toujours du jour au lendemain, personne ne comprend comment ça se manifeste, sauf que, vous l'aurez compris, Hayato va être confronté à ce phénomène de momélie, puisque sa mère va être possédée et va petit à petit devenir un monstre. Sauf que personne ne s'en rend compte. Même lui, au final, vit avec sa mère qui est particulièrement dure avec lui. Et c'est avec l'arrivée de Seita que on va comprendre que en fait, la mère est possédée et que rien ne va plus. Seita, comme je vous l'ai dit, est capable de voir les esprits. Il va aider notre Hayato. Sauf que petit à petit, il va se rendre compte de cette mère possédée. Il va aller chez Hayato et va se faire tuer, poignarder par cette mère. Alors attention, ce n'est pas du spoiler, tout ça est dans le premier chapitre, mais effectivement, le Hayato va se rendre compte que donc Seita est mort, et Seita, pour continuer à exister, va transférer son âme à travers l'œil que la mère de Hayato a forcé à manger. Attends, c'est pas français. Mais en gros, la mère d'Hayato a forcé Hayato à manger un œil. Cet œil était l'œil de Seita. Et Seita a transféré son âme dans le corps donc de Hayato. Et désormais, Hayato est capable de voir... C'est dégueulasse. J'y viendrai tout à l'heure, mais donc Hayato désormais a un troisième œil, qui est donc l'œil de Seita. Et
à travers cet œil, à travers ce regard porté, il voit enfin les monstres face à lui, là où les autres ne le voient pas. Alors, est-ce que tu l'as lu ce manga? Non, non, Est-ce que tu as envie de le lire? Alors, Vous en l'avez fait, pas face à vous, mais j'ai la tête de Karna et c'est goldé. C'est magnifique. ce qui est très drôle, c'est que j'ai l'impression que tu viens de me décrire un petit peu To Your Eternity, mais version horreur. C'est littéralement ça, vraiment. Alors, pas dans l'histoire qui s'ensuit, mais Non, vraiment toute la mais logique de oui, il se fait absorber, etc. C'est vraiment ça. c'est atroce, d'autant plus que dans To Your Eternity, t'as un personnage qui est capable de voir les esprits. Ah oui, Qui est totalement. le bonne chaîne de la Tastipiche, je sais plus quoi. Enfin bref, à chaque fois, c'est un nom. Enfin bref, on va l'appeler Ouais. un bonne chaîne, hein, c'est notre pote. Mais il est capable de voir les esprits et je me souviens il y a cette scène où, pour permettre à Im Mhm. de revenir, Im, le d'avoir une personnage nouvelle principal. enveloppe physique, il Mhm. se sacrifie en fait. Il se donne la mort. Et effectivement, dans Eclipse humaine, c'est ce même fonctionnement. Et Et ce qui est génial avec Seita, c'est que donc il va vivre à travers Ayato, etc. Et en fait, le manga, si vous êtes amateur du genre horreur, là où To Your Eternity a un dessin très léché, très splendide, en fait, vraiment. oui, 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 Ouais. mais ça veut pas dire que c'est pas que c'est pas Ah une non, histoire horrifique, hein. totalement, au contraire, les thèmes sont durs, etc. Ah ouais, ouais. Dans Eclipse humaine, en fait, ce qui est intéressant, je veux dire, c'est que, en fait, ils sont deux. Il y a donc Mitsushi Yomaru au scénario et Ok. Yuki Sato au dessin. D'accord, ok. Et je ne veux pas porter de jugement hâtif, mais de mes recherches, en fait, ce qui a été montré, c'est que Yuki Sato, c'est son premier manga Ah ouais? au dessin. Et ça se voit. Parce qu'en fait, le dessin n'est pas tant maîtrisé par rapport à d'autres œuvres qu'on aurait pu lire. Et en fait, ce côté tête assez plate sur le dessin, les fonds, des fois, ne vont pas réellement être travaillés, on va avoir des fonds blancs. Enfin, bref, ça donne une certaine innocence qui donne un côté extrêmement malaisant quand tu lis le manga. Le dessin est en fait assez basique, sauf que à certains moments, il va y avoir des envolées. Et ces moments de scénario, en fait, ces moments de scénario, ces moments clés vont donner vraiment une force Ok. à ce qui se passe qui est génial. Et pour revenir au thème du monstre, c'est que oui, effectivement, il y a ces monstres qui existent, ces fantômes, mais on se rend compte que les véritables monstres, bah, ce sont la mère d'Ayato qui fait vivre des violences terribles à son fils et qui sont disséminées à travers tout le manga. C'est-à-dire que Ouais. oui, il y a des moments où c'est montré de manière franche, mais Matière brute. plus tard, tu te rends compte que certains comportements de l'enfant sont dus justement à des pratiques abusives. Mais on va aussi traiter du harcèlement scolaire, on va traiter du sentiment de rejet, les castes, le poids de la famille, etc. Donc, moi, ce que j'ai bien aimé avec ce manga, c'est pas tant les monstres qui sont assez banaux, on s'en fiche. C'est vraiment l'humain qui est le véritable monstre dans tout ça. Mais on va dire pour aborder un sujet plus léger tout de même, mais toujours dans cette continuité. Karna, est-ce que tu lis du comics? Alors, du comics américain, non. 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 Du comics français, visiblement, j'en lis. Ok. Puisque je lis du Florent Maudoux, dont j'adore le travail. Mhm. Mais sinon, du comics américain à proprement Il parler. a travaillé sur quoi, Florent Maudoux? Il a travaillé, alors lui, il a fait Freak Squill, justement, D'accord. qui évoque les monstres. Et il a fait 2 spin-offs. Alors, il a fait un spin-off de Freak Squill qui s'appelle Funérailles. Et il a fait un spin-off de Funérailles qui s'appelle Clouds. Et de quoi ça parle cet univers? Alors, en gros, Freak Squill, c'est des étudiants un peu monstrueux avec des pouvoirs surnaturels qui évoluent au sein d'une académie.
Mhm. Funérailles, c'est l'histoire de l'un de leurs profs, qui s'appelle donc Funérailles, et qui est en fait issu d'un monde dans lequel les jumeaux sont une malédiction. Ok. Et le truc, c'est que Funérailles, lui, quand non seulement il est issu d'un couple de jumeaux, mais en plus de ça, son frère physiquement est parfait. Ah, Et lui, surtout, il est physiquement, il est monstrueux dans le sens où il a la moitié du visage, t'as l'impression qu'il est brûlé. Enfin, il est difforme Mhm. en fait, physiquement parlant. et donc, Euh, et oui, et donc Freaks. Enfin, oui, voilà, pardon, j'ai pas réagi, mais Freaks. c'est ça. Donc t'as ça. Et Klaus, c'est plutôt, alors c'est une dystopie dans laquelle Funérailles va se retrouver sur un train qui voyage à travers les brumes. Et dans ces brumes-là, il y a des monstres. D'accord. Créature du mal dans ce sens-là. Ouais, en fait, créatures du mal, pas vraiment. C'est plutôt des créatures qui ont la dalle et Ah. c'est des prédateurs monstrueux. Voilà, en Ok. gros. Et c'est très intéressant. Alors, Freak Squill, j'en ai très peu de souvenirs parce que je l'ai lu il y a longtemps. Funérailles est très intéressant, je trouve, parce que pour le coup, ça pose la question de qui est réellement monstrueux. Parce que là, encore une fois, on a une notion d'abus sur autrui. Mhm. On a le sujet de l'abus sur autrui qui est abordé. On a le sujet de la guerre. On a le sujet de la valeur, enfin du regard d'autrui sur soi-même, des valeurs, enfin de ce qui est socialement et sociétalement acceptable ou pas. Typiquement, l'un des personnages de Funérailles, qui est une femme en chair, que moi j'aime beaucoup son personnage. Femme en chair, c'est-à-dire. Elle est ronde, très Ah, ok, ronde. pardon. Pardon. C'est une femme en Excuse-moi, j'avais chair. pas compris. Pas de souci. Sauf que on sait très bien que dans notre société, ces femmes-là sont pointées du doigt parce que grossophobie, voilà, ce que tu veux. Dans Funérailles, il s'avère qu'elle est la réincarnation d'une déesse. Hmm. Si ça c'est pas un pied de nez aux valeurs, aux normes sociétales modernes, je sais pas ce que c'est. Totalement. Et c'est plein de trucs comme ça. C'est comment est-ce qu'on arrive à se détacher en fait justement de l'étiquette de monstre que la société peut nous coller parce qu'on rentre pas dans ces normes et du coup continuer à avancer. Je vois. Mais alors, justement, de tout ce que tu dis, c'est on est dans cette continuité, c'est-à-dire que le regard porté sur telle chose et tel monstre, enfin, Mais telle bien chose sûr, est un monstre, au final, c'est juste l'expression de comportements qui n'ont pas lieu d'être, grossophobie, etc. Et bah, soit si de tu... comportement, soit de, 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 de caractéristiques physiques qui sortent de la norme. Ouais, bah Typiquement, c'est... les roux, ils ont les Ouais. cheveux, enfin, ont été catégorisés comme étant les enfants du diable. Oui, voilà, c'est la manifestation de craintes qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est la Oui, manifestation de nos... Alors, je vais prendre des mots pompeux, mais c'est la manifestation de nos péchés internes, enfin, blablabla. oui, de nos malaises. Et bah écoute, si tu es intéressé pour découvrir le monde du comics, je peux te conseiller 2 comics qui sont assez intéressants, selon moi, qui sont assez sympas, de bonne lecture pour Halloween. Le premier, c'est Hotel. Hotel, c'est un comics de John Lees au scénario et Dalibor Talajic au dessin. Donc c'est publié chez Black River et ça raconte l'histoire d'un hôtel qui est perdu dans la route 66. Tu vois où c'est Ouais. dans le Nevada. Et vu comment tu commences, ça me rappelle l'hôtel de Disneyland. L'hôtel de Disneyland. L'hôtel de la 4e dimension. Ah, j'avoue, je connais pas. C'est honteux. Ah oui, non, mais j'ai vraiment une culture nulle sur certains trucs. Mais peut-être que t'as vu Black Mirror, c'est un Ouais. peu pareil que le Black Museum. C'est Ok. un endroit qui n'apparaît que lorsque certaines d'accord, conditions ok. sont remplies. Et justement, en fait, ce comics, qui a 2 tomes, a pour particularité de raconter des histoires courtes. Dans le premier Ok. tome, par exemple, on suit 4 histoires. Le point commun entre ces 4 histoires, c'est que tout est connecté. D'accord. Quand tu lis la première histoire, certains éléments vont apparaître et tu comprends pas tout à fait pourquoi. Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi un mur est en train de me parler?
pourquoi des gens sont en train de crier. Tu vois, c'est un peu cette logique-là, et tu trouves tes Ok. réponses dans les histoires qui suivent. Et en fait, chaque personne qui qui foule le sol de cet hôtel, en fait, a quelque chose à se reprocher. Que ce Ok. soit une victime ou un criminel. D'accord. Et en fait, à chaque moment, à chaque histoire, la personne qui est censée être la coupable va être punie. Un peu à la Death Parade, si tu vois Ok, ouais. cet animé. Ouais. Très bon animé d'ailleurs au passage. Excellente animation et pas du tout mise en avant, malheureusement. Mais donc dans tout ça, quand tu as le premier couple qui arrive, tu te dis c'est des amoureux, etc. Mais en fait, tu te rends compte que le surnaturel va apparaître et le monstre qui se cache peut-être dans telle ou telle personne va se manifester, va être l'expression de ses plus profondes pensées. Et c'est à ce moment-là où, en fait, on retrouve la créature divine dont tu parlais tout à l'heure. Il n'y a pas forcément du bien, il n'y a pas forcément du mal, Ouais. mais c'est pour avertir de tes propres péchés. Ouais, d'accord. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et en fait, ce que j'ai retrouvé dans Hôtel, Hôtel avec 2 L, je l'ai aussi retrouvé dans un comics là qui vient de sortir, qui est Batman City of Madness, donc qui est disponible chez Urban Comics. On n'est pas sur un... Rien que le titre, j'ai l'impression que c'est le Joker qui va débarquer. Alors, pas du tout. Justement, ça me fait extrêmement plaisir parce que ce n'est pas une histoire avec le Joker. Parce que le Joker, je commence sérieusement à avoir marre. Ça utilise un des méchants qui sont apparus vers les années 2010 dans l'univers d'ici, qui sont la Cour des Hiboux. C'est une société, on va dire, secrète, un peu à la Illuminati, qui contrôle Gotham City. Et en fait, dans ce comics, qui est pas très long, hein, il fait une centaine de pages, on suit un Batman qui va se rendre compte que la Cour des Hiboux cache une société souterraine qui serait un peu le reflet de Gotham City à la Stranger Things. Et D'accord. une de ces créatures aurait disparu de cette ville souterraine pour trouver son Robin. T'auras compris, la créature, elle est pas totalement inconnue à Batman. Peut-être que ça reprend un peu le délire Cthulhu, pour revenir à Lovecraft. Et en fait, c'est un peu une métaphore pour parler des propres peurs de Batman. Ce monstre, qui est son reflet, au final, c'est l'expression de ses peurs internes, comme pourraient l'être d'autres méchants. Mais T'as pas failli dire Elon Musk? Elon fucking Musk. Non, ça, parce que Elon Musk, ça pourrait être un peu, je sais pas... Il me fait penser au pingouin dans Oui, Batman. voilà, du pingouin, mais s'il est... Ouais, non, le pingouin, non, t'as totalement raison. Donc, si vous avez l'occasion de vous jeter sur des comics, si vous avez envie de découvrir tout ça, je vous conseille ça. Je pense que c'est très intéressant, à la fois Batman City of Madness, parce que c'est pas long, et puis ça va vous changer des comics traditionnels. On est sur une histoire très jolie en termes de dessin, et qui est en seul tome, donc c'est pas très engageant pour seulement 18€. Et Hôtel, qui est donc chez Black River, je crois pour le même prix, c'est une maison indépendante, et c'est cool les petits labels. Donc voilà. Mais on en parle depuis tout à l'heure, le monstre, il peut se jeter sur les gens pour manger, il peut être la représentation de nos peurs cachées, mais au final, et ce qu'on essaie de dire depuis tout à l'heure, c'est que le monstre, il n'est pas mauvais, il n'est pas bon non plus, c'est juste un être à part entière. Et pour ça, tu voulais parler d'un monstre en particulier. La sorcière? Exactement. Parce que la sorcière... J'étais en train de me dire, alors attends, parce que du coup, la sorcière, le truc de la sorcière, c'est que ça, encore une fois, ça dépend du prisme que tu vas employer. Mais exactement. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, historiquement parlant, la sorcière, ça a été prouvé. Non, je reprends. Historiquement parlant, aux yeux de l'humanité, la sorcière était une femme isolée
qui avait signé un pacte avec le diable pour voler, pour faire du mal, pour semer le mal sur ces terres obscures, enfin bref. Son messager, c'était le chat noir, comme par hasard, enfin bref. Bon. Tiens. Voilà. Il a été prouvé que les sorcières étaient en réalité des femmes de savoir et de pouvoir que l'Église ne pouvait pas manipuler, et donc il fallait les éradiquer. La sorcellerie, que vous y croyez ou non, que vous croyez en la magie ou pas, c'est pas le sujet, mais la tendance ésotérique revient fortement sur les réseaux sociaux, et il y a de plus en plus de jeunes femmes et de femmes âgées qui se revendiquent comme étant sorcières, aujourd'hui sur les réseaux sociaux. La sorcellerie de base est issue d'une croyance très forte en l'énergie spirituelle de toute chose. Et ça, pour en parler, il y a plusieurs mangas, mais il y en a un en particulier qui nous intéresse, puisqu'il y a une grosse actu et énormément de rumeurs à son sujet. Il s'agit de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama. Génial ce manga, il est trop bien. On en parle depuis le début et comme tu dis, il fait partie de l'actualité. Pourquoi ? Parce qu'Angoulême vient d'annoncer quelque chose. Angoulême, le Festival international de la BD vient d'annoncer qu'une exposition autour de l'Atelier des sorciers aurait lieu à la prochaine édition du festival. Des rumeurs circulent quant à la présence de l'autrice au festival. Ce serait phénoménal. Ce qui serait extrêmement intéressant. Mais surtout, ce qui est très intéressant dans l'Atelier des sorciers, c'est que l'autrice aborde la vision du sorcier ou de la sorcière de différents prismes. Et ça se voit très bien dans le dernier tome qui vient de sortir en plus de ça. Parce que, pour ceux qui ne savent pas de quoi parle l'Atelier des sorciers, Coco, c'est une jeune fille, initialement, qui n'est pas du tout versée dans la magie. Elle y croit, ça la fait rêver comme beaucoup de petites filles, et beaucoup, en fait, simplement d'enfants, de manière générale, parce que je suis à peu près sûre que, enfants, vous avez tous et toutes espéré un jour ou l'autre être capable de parler avec les animaux, de faire pousser les fleurs, de voler, de marcher sur l'eau, de respirer sous l'eau, je sais pas moi, voilà. Coco, elle y croit. Elle vit dans un monde où la magie est possible, mais n'est accessible qu'à qu'à une certaine catégorie de personnes. Qui sont des espèces d'élus, en réalité. Sauf qu'un jour, Coco, elle va tomber sur un livre très spécifique. Et comme nous, on pourrait s'amuser à réciter une formule magique, comme moi, je pourrais m'amuser avec une fausse baguette à dire « Abracadabra, que les cheveux de Maxime repoussent !» Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se... Oh ah Coco va faire exactement la même chose sans se douter à un seul instant que ce jeu d'enfant, va avoir des conséquences d'adulte. Et donc, elle va se retrouver dans une situation complexe où elle est un peu le cul entre deux chaises et elle ne sait pas quoi faire, elle reste une enfant. Dieu soit loué, un sorcier était présent dans le coin, Kiefer, il va la prendre sous son aile, il va la former à la sorcellerie. Et en fait, Coco va débarquer dans ce monde avec son regard d'enfant, son regard de néophyte. Et surtout, en fait, elle va être confrontée à la confrérie des sorciers à capuche, qui ont une très mauvaise réputation et qui ont surtout la réputation d'utiliser une magie interdite. Ouais. Une magie interdite. Pourquoi ? Parce qu'elle peut être à la fois bonne, à la fois mauvaise, et qu'on ne sait pas la contrôler. Et ce qui fera toute l'histoire de Coco, c'est-à-dire que... Et c'est ce qui fait toute l'histoire de Coco. Elle essaiera de ramener, on va dire, à la vie plus ou moins sa mère. C'est ça. Elle va essayer de ramener à la vie sa mère qui était pétrifiée suite à son jeu d'enfant. Mais elle va être confrontée à cette confrérie des sorciers au capuchon, qui, eux, utilisent une magie qui est interdite. Et là, dans le dernier tome, on se pose la question de « Mais pourquoi cette magie est interdite alors qu'elle peut faire le bien ? Pourquoi ça a été interdit ? Qu'est-ce qui fait que ça a été interdit ? Pourquoi ? Etc. etc. » Et donc, on a ce regard sur, d'abord, ce qu'est le bien et le mal, potentiellement. Est-ce que ce qui est bien est vraiment bien ? Est-ce que ce qui est mal est vraiment mal ? Ou est-ce que ça dépend de certains facteurs, de certains paradigmes ? Et on a cette vision de la sorcière qui peut être comme Baba Yaga, donc une mauvaise sorcière qui va faire du mal, qui va satisfaire un ego, son ego, pour gagner en puissance, pour gagner en pouvoir, parce que
Bah, Baba Yaga, c'est ça, hein. C'est la sorcière qui, justement, gagne en puissance. Plus elle est crainte, plus elle est puissante. Mm. Ou alors, on a l'autre version qui est la fée bleue dans Pinocchio, qui est quand même la bonté, la générosité, ou même la marraine dans Cendrillon, peu importe. Oui. Mais qui est la bonté, la générosité, la douceur, la délicatesse, tout ça. L'autre, qui signifie l'autre. Je sais pas si tu te souviens, vers le tome 4, 5, 6 de souvenirs, Coco passe un test avec Oui. un jeune enfant, lui aussi, et qui va se faire punir par les capuchons, justement, en adoptant une apparence par la suite difforme. Je vais Oui. pas aller plus loin dans Il est transformé en animal, je sais plus ce que c'est. Voilà. Je pense que l'un des propos les plus importants de l'atelier des sorciers, c'est quand même la question de la responsabilité. Oui, Alors, tout à fait. dès le départ. Mais en fait, le monstre, au final, n'est qu'une punition de notre orgueil. Quand tu disais tout à l'heure, tu disais, oui, le côté Baba Yaga, c'est, tu as voulu jouer avec les règles de la nature. C'est ça. Très bien, ça peut bien se passer. Mais sois prêt à en assumer les conséquences. C'est tout à fait ça. Et le monstre, au final, peut être vu non pas comme celui qui terrorise, mais comme celui qui est victime soit des autres ou victime de ses propres actions ou inactions. C'est tout à fait ça. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça, tu le retrouves très bien aussi dans d'autres mangas. Je pense par exemple à, je sais pas, Goku Rakugai. Je pense que le manga peut prendre cette tournure-là. Tu vas avoir, par exemple, Full Night qui va l'aborder d'une certaine façon, même si Full Night publié chez Glénat, c'est ça? Chez Glénat, tout à fait, ouais. Même si, en réalité, Full Night, c'est vraiment une critique de notre système de santé. Hein. On va pas. Ça parle de quoi, Full Night? Alors, Full Night, alors, je vais récupérer le synopsis pur et dur parce que là, j'ai complètement dérivé. Mais Full Night, donc c'est un manga de Kasumi Yasuda qui est sorti chez nous, qui a commencé sa publication en 2020. Et donc chez nous, il est sorti que je dise pas de bêtises, que je ne dise pas de bêtises. Non, chez nous, il est sorti en 2022. D'accord, ok. Et en fait, dans Full Night, on est dans une société futuriste, mais moderne, qui est recouverte par un épais nuage qui a en fait provoqué un hiver éternel. Ah, ok, d'accord. D'accord. En gros, ce qui se passe à Pékin, dans toutes ces grosses villes où tu as un nuage de pollution, c'est ça. Même Paris. Ou même Paris. Quoi, Paris, par rapport à Pékin, apparemment, ça va. Tu vois, Ok. c'est à peu près safe. Ok. Et donc, les végétaux, forcément, meurent. Et pour survivre, pour survivre de base, l'humain a besoin de la nature, a besoin des végétaux, a besoin de tout ça. Et donc, en fait, pour survivre, l'humanité a développé une technique qui s'appelle la transfloraison. Et donc, en fait, ça consiste à transformer un être humain en plante. Et donc, forcément, la transfloraison, elle est limitée à certaines personnes. Donc, des personnes qui sont en fin de vie, notamment, pour des raisons éthiques. Hein. Oui. Voilà. Mais les volontaires reçoivent une prime de 10 millions de yens. Donc, forcément, ça incite les gens à se porter volontaire parce que, c'est 10 millions de yens, tu peux très bien les filer à tes héritiers, etc. À tes descendants, ouais. Voilà. Le truc, c'est que forcément, il y en a qui contournent la règle. Hein. C'est l'appât du gain crée le vice. Ouais. Et Toshiro, c'est un de ces volontaires qui contourne la règle. Il est fatigué de vivre, il en peut plus, il a une vie de merde, il est épuisé, moralement il est à bout, il a pas de thunes, il sait pas quoi faire. Et il va choisir de se transformer en plante. Sauf que, il va pas réellement se transformer en plante. Et ça va lui donner des talents que personne n'aurait soupçonné. Et il va commencer à pouvoir parler avec les plantes. Et donc ça va tourner autour de tout ça. Et donc t'as la création volontaire du monstre, à proprement parler, mais t'as également le regard sur ce qu'est un monstre, en fait.
c'est un peu le Frankenstein, c'est-à-dire que t'as le monstre en Totalement. tant que tel, et t'as le scientifique fou qui est le vrai monstre, et qui Totalement. crée ses enfants, Ouais. quoi. T'as tout à fait ça. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, en parlant d'une esthétique un peu Frankenstein, un peu esprit, etc., il y a un autre manga, Bleach, qui a un spin-off et qui parle des sorcières. Ouais, Burn the Witch. Disponible chez Glénat, donc de Tite Kubo, en Toujours, un tome ouais. en France. Ouais, je sais même pas s'il va y avoir d'autres tomes de Burn the Ben, Witch. alors en fait, c'est la grande question. Tite Kubo, de ce que j'ai compris, écrit sur le manga quand il veut. Il a annoncé que ce serait une série. C'est d'ailleurs pour ça qu'il me semble que sur les tomes, nous avons un numéro 1, mais que cette série sera faite quand elle sera faite. Et Le Tite pire, c'est qu'il y a Kubo, eu un animé sur le premier tome. oui, alors justement, c'était, il me semble, 3 OAV qui, en termes d'animation, étaient vraiment bien, etc., et qui accompagnaient le lancement du manga. Oui, c'est ça, ouais, j'ai l'impression. Très sympa, je te le conseille. Qu'est-ce que ça raconte, Burn the Witch? Alors, Burn the Witch, on n'est plus au Japon, on est à Londres. Hmm, Et en gros, Londres, c'est l'équivalent d'une pièce de monnaie. T'as la face normale, donc notre face à nous, ouais. et t'as l'autre face qui est un monde fantastique dans Il y a- lequel Il y a clairement une inspiration Harry Potter, hein, dans ce côté Londres. Harry Potter, tu peux avoir... t'as tellement... En fait, de manière générale, la fantasy a ses deux versants. Oui, totalement. De manière générale. De Non, mais manière c'est vrai que générale. le Londres, même dans l'esthétisme que propose Tite Kubo dans ce manga, il y a un côté Harry Potter assez assumé tout de même. C'est pas étonnant. Ce qui est drôle, c'est de savoir que je crois que c'est les 2 ou 3 premiers tomes de Harry Potter qui sont le plagiat d'un autre truc. Ah oui, ça je savais pas. Tiens. Ok. L'île du crâne, ça s'appelle. D'accord, ok. L'île du crâne. L'auteur a choisi de ne pas porter plainte contre comment ça Oui. s'appelle Rowling, Oui. parce qu'il estimait que ce qu'elle avait apporté à la fantasy avait plus de valeur que son compte en banque. Eh ben putain, C'est beau, c'est hein. beau, c'est beau. Bon, et pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, mais du Et- coup, Burn the Et Witch. donc en gros, donc Londres, c'est les deux faces d'une même pièce, la face normale et la face fantastique. Hmm. Dans le Londres fantastique, 72 des décès sont liés aux dragons. Donc, Oui. les dragons, Des créatures t'as sans du froid. petit, t'as du gros, t'as du très gros, t'as du gigantesque, enfin bref. Mais ils Et le sont truc, tous invisibles. Ils sont invisibles pour la majorité des gens. Eh oui. Pour la majorité des gens. Et donc en fait, seuls les habitants de la partie fantastique de Londres, de la ville fantastique de Londres, peuvent les voir et les combattre. Sauf que parmi ces gens-là, seuls quelques-uns peuvent devenir sorciers et sorcières et donc être habilités à aller combattre les dragons, à entrer en contact avec eux, à les dompter, parce que certains les domptent, ils sont pas... Voilà. Et donc Burn the Witch tourne autour de 2 sorcières, Noël et Nini, qui sont justement affiliées à une agence qui s'appelle Wingbind, J'imagine. Wingbind, qui est là pour la conservation et la gestion des dragons. Et donc là, ça me fait penser au grand frère de Ron Weasley, qui justement était parti en Roumanie pour étudier les dragons et les sauver. Oui. Et pareil, de la même façon, avec Norbert Dragono dans Les Animaux Fantastiques. Ah, je l'ai On pas est- vu cela, donc j'ai pas la ref. Mais dis-toi que c'est un anthropologue qui étudie les animaux, etc. Ah bah voilà. Ouais, bah, voilà. Mais au final, ce qui est intéressant à voir, c'est que de cette vision très monstrueuse de la sorcière avec le nez crochu, un peu à la Blanche-Neige au final, hein, qui donne la pomme Oui, enchantée, oui. on a une évolution petit à petit du phénomène, avec aujourd'hui les sorcières qui sont des lycéennes un peu à la Buffy contre les vampires, qui vont incarner un peu un aspect pop, un peu sugar pop, que Tite Kubo c'est extrêmement bien représenté en fait. Bah t'avais, dans le même style, t'avais Kiki la petite sorcière de Miyazaki, hein. Oui, et bah, Kiki la petite sorcière, Chocolat et Vanilla chez Kurokawa. C'est ça. En fait, c'est assez drôle de voir qu'en fait, la sorcière, à vrai dire, c'est pas tant un monstre plutôt que un métier, une fonction en fait. Alors, ce qui est très très marrant, c'est que t'as un manga qui aborde les deux thématiques
du D'accord. monstre et de la sorcière. The Witch and the Beast de chez Pika. Ah, je ne connais pas du tout. Raconte-moi tout. Alors, The Witch and the Beast, donc la série, je crois, est en pause, si je D'accord. ne m'abuse, il me semble. Je suis pas sûre, mais je crois. Je crois qu'elle est en pause. Qui compte 10 tomes. Mhm. En gros, on est dans une société. Alors, si je devais la situer d'un point de vue historique, je dirais aller les années 30, les années 40. Un truc comme ça. Ok. Tu vois. Et en fait, dans cette société, ben, le monde est ravagé par des événements surnaturels. Et t'as une organisation qui envoie des sorciers pour résoudre ces problèmes-là. Très bien. Ok. L'organisation en question s'appelle l'Ordre de l'Écho Noir. En fait, nous, on va suivre deux personnages, donc Achaf et Guido. Achaf, lui, il est sorcier, enfin magicien. Et Guido, bah, lui, visiblement, c'est un monstre qui a été maudit par une sorcière. Et donc, il cherche à lever la malédiction et il recherche la sorcière qui l'a maudit. Très bien. Et donc, du coup, t'as une espèce d'opposition entre le monstre que représente Guido Mhm. et les sorcières qui, parce que dans The Witch and the Beast, t'as une sorcière qui, elle, va esthétiquement ressembler à une personne, tout ce qui est plus lambda chez nous, donc il n'y a pas le nez crochu, il n'y a pas Ouais, il n'y a les, pas le. les verrues, il n'y a pas tout ça, Mhm. mais par contre va se révéler extrêmement mauvaise, tandis que t'en as d'autres qui vont se révéler être là pour sauver la veuve et l'orphelin. Donc au final, le monstre n'a plus aucune utilité. C'est juste un métier comme un autre avec des bonnes ou de mauvaises personnes. C'est ça. Très bien. Enfin, sauf que lui, pour le coup, je sais pas si c'est son métier, mais en tout cas, c'est une bête sauvage. Ça, c'est sûr. Parce qu'en gros, comment il s'appelle, Achaf se balade Mhm. avec un cercueil qui permet à Guido de prendre sa véritable apparence, enfin bref, Ah, d'accord. il y a tout un micmac comme ça. Et c'est, enfin moi, je trouve le manga très, très, très sympa. Surtout que t'as un anime qui est sur Crunchy, je crois. D'accord, très bien. Qui est très, très sympa. Magnifique. Mais d'ailleurs, tu parles de bêtes. Hein. Carnal, l'heure tourne. La lune commence à atteindre le ciel. Attends, C'est une pleine lune. t'es assez poilu pour devenir un loup-garou? Je crois qu'un chien m'a mordu il y a 2 jours. Je crois que je suis en train de me transformer, Carna. Carna, il y a des dents qui poussent. Des dents qui poussent et on va devoir conclure malheureusement ce podcast. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Carna. Bah, merci à toi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de tout ça? Que Ouais. les monstres, c'est juste le fait de notre imagination? Non, je pense que les monstres ont différentes facettes et que ça sert à rien à proprement parler d'en avoir peur tant qu'on ne sait pas réellement de quoi ils retournent. C'est comme pour tout. Ça sert à rien d'avoir peur. Ça sert à rien d'utiliser cette excuse pour terrifier les gamins parce que de toute façon, en grandissant, ils comprendront que soit ils n'existent pas, soit c'est pas du tout ce qu'on leur avait vendu pour leur faire peur. Et deux, non, pour moi, les monstres ne sont pas. Il y a qu'à voir Monstres et compagnie. Il y a qu'à voir Monstres et compagnie. Les monstres ne sont pas forcément. Ce n'est pas l'apparence qui fait le monstre, c'est plutôt le monstre qui fait. L'apparence? Ouais, mais non. C'est pas l'apparence. Enfin, non, c'est pas l'apparence qui fait le monstre, mais c'est plutôt les actes qui font d'un monstre ce qu'il est réellement. Bah justement, et tu me diras si t'es d'accord ou pas, je pense qu'à la manière de Johan, en fait, être un monstre, c'est juste une graine qu'on nous a implantée en nous, qui grandit, 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 et si on l'entretient avec des énergies négatives, si on l'entretient avec des traumas, si on l'entretient avec plein de malveillance, au final, le monstre va exister. Mais si on porte un regard autre sur la personne en face de nous, bah en fait, c'est un être et pas un monstre, tout simplement. Le monstre n'a pas lieu d'être. On pourrait les résumer comme ça. Maintenant, ça voudrait dire que. Enfin, ce qui est pas totalement faux, n'importe qui peut devenir un monstre. Mais ça voudrait dire qu'une personne qui a vécu dans un environnement malsain serait plus sujet à le devenir. Et Ah je oui, sais ouais. pas si on peut aller. Je sais pas si c'est vrai en fait. Ça effectivement, c'est vrai qu'il faudrait qu'on. Ça pourrait être un sujet. En tout cas, ce sera notre ouverture pour cet épisode.
Non, notre C'était un fermeture. super épisode. Ouais, notre fermeture. Oui, c'était un super épisode. Merci beaucoup, Karna. Bah, merci à toi. C'était Entre Pods. Et surtout, n'oubliez pas que le manga est né livre et partout, il est dans les cases. C'était Entre Pods, le manga qui... Le manga. Je me fatigue. Le manga. C'était Entre Pods, le manga qui... Et le manga, toujours. On est à la 2e page, là, on vient de la tourner. Peut-être on va sur la 3e. C'était Entre Pods, le podcast qui parle manga. Bisous tout le monde. Tchuss. Allez, salut. L'épisode vous a plu ? Vous souhaiteriez en apprendre plus ? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire, et à très vite pour discuter entre pods.